Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Everything Happens for a Reason, le podcast qui aborde l'aspect entrepreneurial des métiers de la création. Je suis Lily Bonnet. Entre coaching, mentorat et consulting, j'accompagne les créatifs dans leur positionnement et leur développement. Qu'ils soient entrepreneurs individuels ou entourés d'une équipe déjà constituée, ils font souvent face à des problématiques assez similaires. Ce qui m'anime, c'est de soutenir, booster, donner des clés pour grandir et faire grandir. Alors j'avais envie de leur donner la parole. Donc le 15 de chaque mois, j'accueille dans ce podcast un ou une artiste, quel que soit son médium de prédilection, ou tout autre acteur de leur écosystème. Même si l'on retrouve évidemment la créativité en filigrane de toutes leurs décisions et de leur parcours, nous ne parlerons pas ici de processus créatifs. Nous échangerons surtout sur le management, les challenges, la stratégie, la communication. En bref, comment les créatifs entrepreneurs peuvent se déployer. Petit-fils de Grégory Salomon, négociant en fourrure et fournisseur des plus grandes maisons de couture, et fils d'Yves Salomon, qui a ensuite fait évoluer l'entreprise familiale pour en faire une marque de luxe, Thomas Salomon est bien plus qu'un fils d'eux. Quand je suis allée dans leur bureau, atelier, Cité Paradis à Paris, je n'ai pas rencontré Yves, mais j'avais vraiment l'impression qu'il était là. Alors cela fait 20 ans que Thomas travaille aux côtés de son père, qu'il a su prendre sa place en toute légitimité, et qu'il a fait un vrai travail de fond et qu'il continue avec une forte implication et une grande vision. Alors il nous a notamment raconté comment il est entré dans l'entreprise, parce que ça pourrait paraître évident, mais non. Et ça a commencé par un stage qui aurait pu ne pas se faire. Ensuite, nous avons évidemment parlé de sa collaboration avec son père, de la répartition des rôles, du positionnement et du développement de la marque, et de tous les choix stratégiques et même des shifts qu'ils ont vraiment dû opérer toutes ces années pour garantir leur stabilité. Alors l'ADN de la maison, c'est la fourrure, mais elle est très controversée. Donc c'est aussi un point que j'avais envie d'évoquer en détail avec Thomas. Et on a ainsi parlé aussi du Resource Pact, qui signe l'engagement de la maison dans une production transparente, éthique et raisonnée. Thomas Salomon, en fait, c'est vraiment l'illustration qu'une maison de luxe française, ancrée dans la tradition, dans l'artisanat, peut et doit même innover en permanence, gagner en agilité, tant dans la création qu'au niveau opérationnel. Tout ça pour pouvoir encore traverser de nombreuses décennies. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment vas-tu ? Au top. Super. Alors nous sommes, j'aime bien toujours donner le contexte, nous sommes 3 cités Paradis à Paris. On a un peu de travaux, ils nous ont fait la petite surprise pile le jour où on enregistre, c'est sympathique. Les travaux à Paris, ce ne serait pas Paris. Exactement, sans travaux, ce ne serait pas Paris. Voilà, exactement. Mais je pense que ça va aller. Et en fait, donc on est dans les bureaux d'Yves Salomon, bureaux et ateliers. Exactement. Voilà. Tu m'as fait visiter, on en reparlera tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, que tu nous racontes ton parcours et puis que tu nous parles évidemment de la maison, je vais te poser la première question qui est la signature de ce podcast, son titre « Everything happens for a reason ». Et j'aimerais savoir ce que ça évoque pour toi. C'est un peu c'est un peu comment on s'est rencontrés aujourd'hui, comment on s'enregistre aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu Marie. On a eu une réunion d'anciens combattants de l'EDC il y a maintenant 2 mois. Donc tu parles de Marie Velté, Marie fondatrice Velté, exactement, de Maison Labiche. Voilà. Que j'avais pas vu peut-être depuis 15 ans. Une pacotille. Et donc voilà, pourquoi on se voit ce matin. C'est en fait, la vie, c'est un ensemble de rencontres. Et en fait, c'est un peu ça, everything happened for a reason. C'est un peu un ensemble de rencontres qui a guidé ma vie depuis, je dirais aujourd'hui, j'ai 40 ans, mais surtout pour ma vie professionnelle. Et surtout, voilà, des rencontres importantes qui ont réussi à faire qu'aujourd'hui la marque est aussi ce qu'elle est, distribuée dans tous les pays et les villes où elle est distribuée.
Et voilà, j'ai toujours pensé qu'il y avait un ensemble de rencontres qui créaient en fait voilà, des opportunités. Et des synergies. Et des synergies. Et en effet, donc Marie Velté, Maison Labiche, je l'ai interviewée il y a quelques mois. Et elle m'a dit « Oh là là, j'ai revu Thomas Salomon, il faut absolument que tu l'interviewes dans le podcast parce que ce qui est intéressant, donc Marie, elle a monté une marque. Tout à fait. Après elle, j'ai interviewé Cécilia Mergui qui a fait renaître la marque de parfums et soins qui s'appelle Bien Aimé. Tu vois, elle a racheté cette marque, elle n'avait aucun lien de parenté pour le coup. Et là, ce qui intéressait Marie, et donc moi évidemment, c'est finalement hériter d'une marque. Donc ça, c'est ton cas, d'une certaine façon. Et donc, j'aimerais que tu nous en parles. D'abord, tu as fait une école de commerce. Tout à fait. Voilà. Et tu es rentré chez Yves Salomon après un stage. C'est à peu près ça. Ouais. Il y a eu, je dirais que mon père fait partie des personnes très importantes dans ma vie, mais il y a eu surtout aussi mon grand-père, donc le père de ma mère, avec qui j'avais beaucoup de discussions, toujours, eu beaucoup de discussions avec lui, qui est un homme assez exceptionnel, qui a une carrière, il était le troisième employé chez Publicis à l'époque, de Bleustedt Blanchet, pour monter jusqu'au bout et être PDG de Publicis pendant 10 ans, le bras droit de Jacques Chirac à la mairie de Paris, et puis il a monté une agence de pub. Voilà. Il a eu une carrière assez exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on parlait quand même très régulièrement. Et il me dit, après mon école de commerce, qu'est-ce que tu veux faire, Thomas? Je dis, peut-être de la pub, comme toi. Toi, mon mentor. Voilà, toi, mon mentor, de la pub. Il me dit, moi, à ta place, j'essaierais de faire un stage avec ton père, parce que je pense et je sens que vous avez des caractères qui vont bien. Et je pense qu'il y a vraiment un potentiel que tu pourrais, un potentiel dans cette boîte et que tu pourrais apporter énormément. Voilà. Donc, fais un stage, tu vois si ça te plaît, et après tu verras si tu as envie de faire autre chose. Donc c'est même pas ton père qui te l'a... Ah ouais, génial. Donc mon père, bien sûr, me l'a proposé. Mais ça s'est fait un peu, voilà. Il m'a dit, mais vas-y, fonce, voilà. Et mon père m'a dit, écoute, viens faire ton stage de fin d'année. Avec moi, mais alors ça c'était pas vraiment avec lui, c'était plutôt à Hong Kong, voilà. Et je devais pendant 6 mois acheter des pots, parce qu'on achète beaucoup à l'époque, on achetait beaucoup de pots en Chine, parce qu'il y a des pots qui ne viennent que de Chine. Donc j'avais aucune formation, hein. Il me disait va acheter tel pot, va acheter tel pot, va acheter tel pot. Je me retrouvais au milieu d'usines dans le fin fond de la Chine. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, c'est pas la Chine d'aujourd'hui. Oui, en plus, ouais. Donc après avoir fait 10 heures de voiture dans une campagne improbable, machin, et puis là me retrouver dans des entrepôts tout seul autour de 20 fermiers chinois en train d'inspecter des pots de lapins ou des pots d'astracan. Et t'étais seul? Et j'étais seul. À 22 ans, voilà. Et ça a été, donc ça a été le premier. C'est un peu, on te jette dans le grand bain, mais c'est bien. Hein, voilà, mais... c'est à la Salomon, ça. Okay. Voilà, là c'est bon. T'as été bien protégé par maman, t'as fait une école de commerce, ça va, t'as bien profité. Maintenant, on va te montrer vraiment ce que c'est la vraie vie. Génial, ok. Et... Est-ce que t'as fait des conneries? Est-ce que t'as fait des erreurs pendant ce stage? Écoute, ce qui est assez, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est que j'ai dû en faire. Bah oui. C'est obligé. Mais à aucun moment mon père les a définis. Et je pense qu'il était plutôt content que j'apprenne et que ça faisait partie du début de l'apprentissage. Mais il m'a pas dit t'as encore acheté de la merde ou des choses comme ça. Ouais, non. Génial. J'ai pas, pas fait ça. Et est-ce que t'avais, quand tu étais enfant, tu venais tout le temps ici, enfin tu traînais un peu, donc tu avais quand même cette habitude. Tout le temps. Voilà. Tout le temps. Bon, donc t'étais pas juste complètement largué en Chine. Mais il faut un œil. Bah oui, mais tu l'as aiguisé justement, je pense, non? Ton père, il t'a forcément transmis ça, même peut-être un peu inconsciemment. Mais tu as dû être, tu vois? Peut-être. Mais alors, ce qui était... oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que mon père, c'est toujours été l'éducation un peu la dure. Il n'y a pas d'argent de poche. Zéro. Okay. Et à partir du moment où j'avais... terminé tes études même pas, non. Même pendant, que ce soit voilà, de la 4e ou de la 3e,
jusqu'à la terminale, tous les étés, je bossais tous les étés avec lui pendant au minimum 1 mois. Et il me dit, après, tu auras le droit de partir en vacances. Voilà, là, tu as gagné ton argent. Voilà, à partir de 13 ans, 14 ans, à partir du moment où je pouvais soulever des cartons, peut-être avant j'étais un peu jeune, ou coller des étiquettes sans faire trop de conneries. Et puis j'amenais souvent des copains avec moi qui voulaient aussi bosser et partir en vacances. Et donc on bossait ici. Voilà, alors l'entreprise c'était beaucoup plus complètement différente parce qu'on était une entreprise de négoce, la marque n'était pas spécialement connue, on avait un stand au Galeries Lafayette et un stand au Printemps. Oui, c'était surtout la partie sous-traitant, enfin atelier pour des grandes marques de luxe voilà, à en l'époque. fait on avait des licences beaucoup, on avait Sonia Rykiel, Jean Scherer, Nina Ricci. On fabriquait sous le nom de beaucoup Mugler, de marques. parce que ça a commencé avec voilà, Mugler, l'histoire. Exactement, Jean-Paul Gaultier. Ouais. Donc toutes ces marques-là, on faisait leur défilé. Et puis ensuite, tous les ans, alors ça c'était aussi assez spécial, on faisait un défilé ici, Cité Paradis. Alors les bureaux... Dans les bureaux là, qu'on vient de visiter donc là, ensemble. les bureaux que je t'ai visités, en fait, avant c'était un showroom. Ok. Et on invitait les clients ici et on faisait un défilé. Alors moi j'ai défilé 2-3 fois parce que voilà. Voilà, donc pour les clients finalement comme les maisons de couture. Voilà, c'était un peu à la maison de couture, le micro, et à chaque début de nouvelle collection, on faisait Jean-Louis Scherer, Jean-Paul Gaultier, Sonia Rykiel. Voilà. Vous présentiez tout ce que vous aviez. Voilà. Et alors en fait, à l'époque, il faut savoir que on vendait pratiquement essentiellement à des boutiques qui faisaient de la fourrure, et il y en avait beaucoup dans le monde. Oui. Donc il y avait bien sûr, on faisait Yves Salomon, mais on faisait aussi toutes ces marques. Donc c'est comme ça que ces boutiques-là venaient parce qu'ils avaient envie d'avoir ces marques. Et puis en parallèle de ça, il y avait aussi les grands magasins américains. Donc à l'époque, donc ça s'est arrêté il y a 2 ans maintenant. Genre Barney's, Bergdorf, Neiman Marcus, Saks, qui avaient des espaces, ce qu'on appelait les furs salons. Et ils en avaient une vingtaine, une trentaine dans tous les États-Unis. Donc c'était des énormes clients qui aujourd'hui n'existent plus, absolument plus, ça a complètement disparu. Ouais. Donc c'était des moments très importants, avec une distribution aussi assez importante, mais un business model complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. Mais ça a été créé par mon père à l'époque où je crois que c'était les Galeries Lafayette qui étaient venus voir mon père dans les années 80 en disant voilà, on veut que vous fassiez la première collection, c'était pour Montana. Et mon père savait très bien que ça n'allait pas se vendre, mais il a dit bon bah alors on vous donne, les Galeries Lafayette vous donnent un super grand espace au premier étage. Le premier étage des Galeries Lafayette à l'époque c'était le Graal. C'était le Graal. Ouais. Et mon père a dit bah, moi je veux bien faire, mais il n'avait jamais fait un manteau de sa vie, hein. Jamais. Et il a dit je veux bien faire la collection de Montana, mais bon moi je veux lancer en même temps Yves Salomon. Et c'est comme ça qu'il a, dans les années 80, lancé sa marque. Génial. Voilà. La vision déjà. Tout de suite. Ouais. Mais il n'avait pas fait à l'époque. On était juste pelletier. C'est-à-dire qu'on vendait des pots aux autres. Et mon père, il vendait, mais il faisait pas de manteaux. Et il avait l'interdiction par son père de faire des manteaux. Pourquoi ? Mon grand-père ne voulait pas de manteaux. Ah ouais ? Le stock, la fabrication. D'accord. Il avait interdit à mon père de faire des manteaux. Et tout ce que ça impliquait comme chaîne de production. Enfin voilà. Il voulait pas. Ok. Pourtant, à l'époque, il y a très longtemps, mon grand-père avait lancé une sorte de petite ligne de fourrure, de manteau, qu'il avait lancée aux États-Unis. Donc là, ton grand-père paternel, hein, paternel, pas celui qui pas t'a celui de la publicité. Voilà. Et il avait lancé, je crois que ça s'appelait une ligne, ça s'appelait Fun Fur ou quelque chose comme ça. Et il est allé aux États-Unis, ça a été un énorme carton. Et à l'époque, je crois que les fourreurs locaux lui ont dit écoutez, monsieur Salomon, il serait peut-être temps de rentrer à Paris. Si vous voulez pas vous retrouver dans l'Hudson. Voilà. Donc la mafia. Voilà. Donc je pense que ça l'a un peu, découragé de refaire des manteaux. Mais ce qui est assez marrant, c'est que Fendi a repris un peu ce logo. Alors, est-ce que Fendi était une maison de fourrure à l'époque. Oui. Et les 2 F. Oui. Ah ben oui, Fun Fur. Ah, je viens de le... Fendi Fur, Fun Fur. Ouais, pas mal. Voilà. Okay. Donc les 2 F viennent de Fendi Fur. Ok. Voilà. Ou Fun Fur. Voilà. Ah, je savais pas. Donc, voilà. Donc on peut dire que lui aussi a été pionnier dans ce sens-là. Et à l'époque, bien sûr, et c'est là où mon père a appris son métier. C'est-à-dire que la grande force de mon père, c'est qu'on a accès à toutes les plus belles peaux du monde. Voilà.
Et donc, c'est comme ça qu'il a monté et créé Yves Salomon. Parce qu'il y a une énorme légitimité justement de ce nom dans le monde de la fourrure. Alors voilà, l'idée, bien sûr, c'est qu'on a un ADN très fort au niveau de la fourrure. On va parler de la fourrure, mais aussi après, justement, de ce que vous faites d'autres, évidemment. Exactement. Mais comme tu le dis, l'ADN, enfin voilà, c'est d'abord une c'est maison de l'ADN. fourrure. Voilà. C'est l'ADN. Et on s'est toujours refusé de faire de la fausse fourrure. Ouais. Voilà. Ça, il y a beaucoup de gens qui nous posent, mais quand est-ce que vous avez... Surtout à l'époque, dans les années 2020. Avec PETA à fond. Voilà, tout le temps, voilà. Ils disaient, mais quand est-ce que vous allez lancer? On avait même réfléchi à lancer au ciné. Et on s'est dit, non, il faut rester concentré, structuré sur notre image de luxe et de produits authentiques et naturels. Voilà. Oui. Donc ça, c'était l'essentiel, et de ne pas faire de l'opportunisme. Voilà. Donc je pense que ça a été toujours la réflexion qu'on avait et que mon père a eue depuis le départ. C'est de rester concentré, structuré sur une idée. C'est faire des produits beaux, renouvelables et surtout naturels. Oui, puisqu'en effet, la fausse fourrure, c'est de la pétrochimie. C'est de la pétrochimie. Voilà. Il n'y a rien de pire que la fausse fourrure. Et après, c'est un grand débat. On n'est pas là pour avoir ce débat, mais je pense que c'est quand même important aussi d'en parler, savoir, évidemment. La fausse fourrure, c'est du plastique, c'est du pétrole. On est quand même dans une société où on nous dit qu'il faut de moins en moins de plastique. En parallèle, on laisse, on va dire, ce qu'on appelle le prêt-à-porter bas de gamme, qui la fait fast fashion, qui aujourd'hui inonde, de produits, tonnes de produits en plastique. Ouais. Et je pense que la clientèle haut de gamme, elle a envie de se reconnaître dans des marques qui font de la qualité et des produits uniques. Bien sûr. Alors, on revient un peu à toi au sein de l'entreprise. Donc, après ce stage, voilà. Voilà, tu rentres de Hong Kong, tu reviens à Paris. Et là, qu'est-ce que tu prends comme poste ? Alors, je prends comme poste chef de produit accessoires. Ok. Voilà. Donc, mon père me dit, écoute, on fait des manteaux, mais ça serait bien qu'on lance les accessoires. Donc, sac, écharpe, bonnet, tour de cou, gants. Et j'aimerais bien que tu le développes. Okay. Et à l'époque, moi, j'avais trouvé aussi... il y avait des accessoires qu'on faisait ici, des accessoires qu'on avait trouvé, qu'on développait un peu partout. Et c'était le début un peu du tricoté. Donc les écharpes tricotées, les bonnets tricotés. Voilà. Donc ça, c'est quelle année ? Donc ça, c'est 2004. 2004. Ouais. 2004. Oui, il y a eu un retour du tricot. Voilà, donc les lapins tricotés, les visons tricotés, les légèretés. Voilà. Donc ça, nous, on était vraiment le leader. On a réussi à devenir le leader sur ces produits-là. Et le premier, je dirais que la première étape, c'était de faire la collection avec l'équipe de style. Et puis ensuite, c'était de présenter la collection dans le salon qui s'appelait Première Classe. Ouais. Voilà, donc c'était à l'époque, on faisait le salon du prêt-à-porter, Who's Next, avec notre deuxième ligne météo. Et on n'a jamais fait Première Classe. Donc Première Classe qui est pour les accessoires. Qui est pour les accessoires, exactement. Donc on fait Première Classe. Et on prend les commandes, c'est sympa. Et je dis, mon père me dit, mais il y a un truc que j'ai jamais réussi à faire. Je dis, quoi ? Il me dit, mon rêve, parce qu'on était déjà aux Galeries Lafayette au printemps, mais aux accessoires. Mais pas aux accessoires, il me dit, mon rêve, ça serait de rentrer au bon marché. Parce que je suis jamais rentré, ils ne veulent pas de moi. Ah, voilà. Ok. Bon, avec ma fougue, ma jeunesse. On va y aller, papa. On va y aller. Pas de souci. Je lui dis, de toute façon, en plus, on n'habite pas très loin, donc je vois pas pourquoi. Et là, j'appelle l'acheteuse accessoire. Et à l'époque, je me souviens très bien de son nom, Fanny, qui est toujours au bon marché. Qui est toujours au bon marché. Qui est toujours au bon marché. On se rappelle souvent de cette anecdote parce qu'on s'est tout de suite très très bien entendus. Et c'est pour ça que je dis que c'est toujours des choses de rencontre. Voilà. C'est des rencontres. Et là, tout de suite, ça a matché. Ça l'a fait beaucoup rigoler parce que on avait à peu près le même âge. Elle démarrait sa carrière. Moi, je démarrais vraiment absolument ma carrière. J'arrive avec ma valise, je déballe mes accessoires. Il y a des poils qui sont partout. Dans les bureaux du Bon Marché, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel ?
tout le monde était très chic et moi voilà. Je vois très bien la scène. La scène avec les poils partout qui volent, machin. Et on commence à rigoler. Et elle me dit bon, allez, ok, on fait ça, la collection elle est bien, les couleurs sont jolies. Bon. Mais bon, allez, on essaye. Top. Je te donne une petite table, voilà. Je ne sais plus à l'époque. Je sais pas, en achat ferme quand même ou en achat ferme. consignment? Non, en achat ferme. Okay. 10 000 euros, je te prends 10 000 euros, on teste. Alors, j'appelle mon père, je dis, j'ai un truc à te dire. Il me dit quoi? Je dis, on est au bon marché, ça y est. Voilà. Donc ça a été, je dirais, une première étape, et je remercie Fanny. Je ne sais pas si elle écouterait ce podcast. Mais en tout cas, lui envoyer. Voilà, il faudra lui envoyer. Mais ça a été la première étape, je dirais, de ma construction un peu professionnelle et qui a été justement de là, je parle du bon marché, mais après on pourra en parler, mais de toute la suite de ma carrière avec justement un peu cette fougue d'aller voir des magasins que c'est soit pas la marque ou qui pour nous paraissait impossible d'être distribué ces gens-là. Voilà. Et donc, le bon marché, ça a démarré par une petite table et 10 000 euros. Et aujourd'hui, on a au sous-sol, on a un stand à l'homme à l'année. On a au deuxième étage la femme. Voilà. Et puis, on a un pop-up là en ce moment avec notre deuxième ligne. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est notre ligne un peu plus sport avec les parkas, les doudous. Donc, voilà, c'est devenu un peu un partenaire essentiel de la marque et qui correspond vraiment bien à l'image et voilà, au développement qu'est la marque aujourd'hui. Tu vois, tu parles de fougue, c'est marrant parce que l'épisode précédent, juste avant, c'est Adrien Glohagen qui a fondé le groupe Touriste et Camping Liberté, qui est le fils du fondateur du Guide du Rothard, Philippe Glohagen. Et vraiment, j'ai intitulé cet épisode « L'audace entrepreneuriale » parce que c'est la même chose et avec cette même fougue de la jeunesse dont tu parles. Et finalement, je me rends compte que c'est vraiment, enfin, on le sait de toute façon dans l'entreprise et l'entrepreneuriat en général, la prise de risque, calculée certes, mais la prise de risque, elle est essentielle. Et toi, j'ai l'impression que finalement, d'avoir été comme ça un peu, jeté dans l'entreprise, mais au bon sens du terme, sans un poste spécialement défini, ou en tout cas dont les contours pour toi n'étaient pas limitants. Non, tout à fait. Tu vois, c'est ce qui a aussi été une clé que tu ailles toujours ouvrir toutes les portes finalement. Alors ça, c'était vraiment une vraie expérience. Et puis 2 ans après, le rêve de mon père, c'était de racheter une marque, très ancienne marque de fourrure qui s'appelait Révillon. Ah mais c'est pas la même marque que il y a des soins de beauté aussi, une marque de alors Révillon, non, je confonds avec Revlon. Mais Révillon, mais je vois très bien, c'était très 50s, l'écriture. Le R au boucle et tout ça, très joli. Donc c'était la marque de fourrure. Okay. Et ça, c'était encore une expérience que j'ai vécue très jeune. Parce qu'il me dit, Thomas, en gros, tu vas être DG de la marque. Ah, déjà à ce moment-là? Oui, voilà. Donc on rachète la marque. Ok. Ah, la marque de DG de Révillon. Ouais. Ok. On rachète la marque. À l'époque, la marque était dessinée par Rick Owens. Ah ouais. Voilà. Ok. Et il me dit, nous, on va en faire la marque de fourrure. Alors que Yves Salomon commençait à grandir en parallèle. Mais son rêve, c'était de dire, Salomon, ça sera pour la femme un peu classique, active, mais c'est pas du luxe. Alors que Révillon, c'est le luxe. Ah. Okay. Donc à l'époque, on avait une boutique déjà, notre première boutique qu'on a ouverte en 2008, rue Saint-Honoré. Après, on a acheté une autre boutique, Faubourg Saint-Honoré, en 2010. Et la boutique Faubourg Saint-Honoré, logiquement, on avait fait des plans, ça devait être la boutique de Révillon. Mais la boutique, quand on l'a ouverte, tout de suite, on n'avait pas eu le temps de faire les travaux. Elle a tellement bien marché, on s'est dit, on ne peut pas la fermer. Alors, il faut trouver une autre boutique pour Révillon. Et je crois que c'est 2 ou 3 ans après, on a trouvé une boutique avenue Montaigne. Voilà, à côté de chez RS. Et on a ouvert Révillon. Là, et surtout, en parallèle, on avait pris un designer star qui s'appelle Peter Dundas, qui a dessiné à l'époque pour Ungaro, mais qui a fait Pucci, qui a fait... Et là,
Et était génial, mais complètement dingue. Mais c'était une expérience, à mon âge, à 27 ans, 28 ans, de gérer un designer. Ah ouais. C'est un challenge, ça. C'est un challenge parce que c'est autre chose. Bah oui. C'est pas de l'opérationnel, là. On parle plus de la logique, de la cohérence, on parle de rien, là. Ah bah, voilà. Tell me about it. Je suis Voilà. très bien placée pour le savoir, exactement. Alors, ouais. Et un jour, donc, les bureaux étaient là où je t'ai montré, un autre, juste un immeuble à côté, et puis un jour, je le vois, et j'arrive à 9h30, et là, je vois Peter dans la pelleterie, avec un rasoir, et il commence à raser tous les poils, tous les renards. Oh la vache. Ta tête. Là, si on pouvait voir ta tête au micro. Et là, alors je m'étais préparé pour tout, mais alors celui-là, pas ça. Et là, j'appelle mon père, je lui dis, mais voilà ce qui se passe. Alors il y a Peter qui est devant moi, il est avec un rasoir, et il veut faire des renards rasés. Et il me dit, bon, bah ok. Et je lui dis, mais le problème, c'est que là, il est en train de les raser. Il me dit, quoi? Il y a une limite à la liberté créative. C'est ça. Quand même. Dis-lui tout de suite que c'est pas des tissus, ça coûte cher une peau de renard. Et donc il est arrivé, stop, Peter, non. Et puis c'est bon, Peter, il fait 1m90, il est très costaud. Bon, c'était un peu spécial, voilà. Bon, mais ce qui fait qu'après, on a fait une collection avec Peter. Et on a fait une des plus belles collections qu'on ait jamais faites. Mais est-ce qu'il a eu le droit de raser ses renards? Alors on a trouvé quelqu'un qui rasait les renards à sa place. Ah. Voilà. Mais vous l'avez fait quand même. Mais on l'a fait. On a fait une collection, plein de collections de renards avec des signes indiens, voilà, incrustés. Alors c'est pas incrusté, c'était vraiment rasé, hein, pièce par pièce. Voilà, c'était quelque chose, c'était un travail hallucinant, mais hallucinant. Et on a eu... presque comme si on dessinait sur les crânes, là, les hommes qui font des dessins avec... voilà. Exactement, c'est exactement ça. Incroyable. Donc ça a été ma première expérience de management d'un styliste. Et la dernière. Alors, bon, ça a duré son temps. Après, on a changé de styliste. Et c'est vrai qu'on a beaucoup investi dans la marque. Et petit à petit, Salomon prenait vraiment de plus en plus de place. Et la boutique à Avenue-Montaigne avait du mal à démarrer. Et je dis, écoute, papa, stop, arrêtons. La boutique Révillon, voilà. La boutique Révillon, ça avait du mal. La marque, en fait, ne parlait pas à la nouvelle génération. Elle parle à mon père. Elle parle à des gens qui avaient connu Révillon dans les années 50, 60, qui est la plus belle maison de fourrure au monde. Et lui, c'était son rêve. Mais ça ne parlait pas, je dirais, ma génération, en tout cas, la nouvelle génération. Et on n'arrivait pas à faire le bridge. Voilà. On n'arrivait pas et on ne comprenait pas. Les gens ne comprenaient pas. Alors on a fait des collections sublimes, mais ils ne comprenaient pas la marque. Voilà. Et de là, on s'est dit, et j'ai dit à mon père, écoute, maintenant ça suffit, ton histoire de Révillon, machin, on est quand même là pour gagner de l'argent. Voilà. Bah ouais. À un moment, change cette boutique Révillon, Avenue Montaigne, Rive Salomon. Il me dit, on en a déjà 2. Je dis, tu vas voir, la 3e, tu vas voir. On a changé. Alors, on a multiplié par 10 du jour au lendemain. Le chiffre. Et les gens ne se souvenaient pas ce qu'il y avait avant. Voilà. Et donc ça, voilà, il y a eu ça a été toute cette période entre 2010 et 2017, où ça a été l'explosion. La marque, on faisait une décroissance de 20% par an pour monter jusqu'en 2017, même 2018, à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec des boutiques à New York, des boutiques à Hong Kong. En propre, que je manageais. Ok, parce que j'allais te demander, donc là, toi, ton poste, c'est quoi à ce moment-là? Révillon, on arrête. Voilà, justement. Donc, voilà. Et là... donc, tu n'es plus DG de Révillon. Je suis plus DG de Révillon. Fail. Je me suis fait virer. Et donc là, je dis à mon père, écoute, malgré tout, sur Révillon, on avait ouvert des points de vente dans le monde qu'on n'avait jamais réussi à avoir, des points de vente exceptionnels, comme Barnes, comme Bound Shop, comme Isetan, vraiment des très très Lane Crawford, des très très beaux points de vente qu'on n'avait pas chez Yves Salomon. Donc je lui dis, on va partir de ça, et moi je vais retravailler tout le commercial d'Yves Salomon de zéro. Et on va essayer
justement, qu'au lieu que ça soit Révillon qui soit dans ces boutiques-là, on va mettre Yves Salomon dans toutes les plus belles boutiques du monde. Et en parallèle, d'ouvrir des points de vente. Et de là, j'ai une autre rencontre exceptionnelle. Donc Didier Gros-Piron, qui était l'ancien directeur, qui était à l'époque directeur commercial de Sonia Rykiel, et pendant 20 ans, qui a, grâce à lui, fait que la marque, bon, pas que grâce à lui, mais en tout cas, c'était le bras armé de Madame Rykiel au commercial. Voilà, Madame Rykiel décède, ou en tout cas c'est Nathalie qui va à la direction. Il ne s'entend pas très bien avec Nathalie, il quitte Sonia Rykiel après 20 ou 25 ans de maison et se met en consultant. Et mon père dit pourquoi il ne nous donnerait pas un coup de main, voilà. Et en fait ça n'a pas été un coup de main, moi ça a été un coup de cœur. Et on a fait 3 ans de voyage tous les deux. Waouh. Et il m'a appris le métier. Génial. Ouais. Et grâce à lui, il m'a appris le métier de directeur commercial, mais en tout cas d'aller chercher des clients, d'aller prospecter, d'aller se présenter. Et voilà. Il m'a appris mon métier pendant 2 ans. Mais j'étais unique parce que d'avoir cette expérience-là avec lui. Ah ouais. Et donc voilà, quand je dis c'est des rencontres, ça fait une autre très belle rencontre. Et de là, on a réussi. Donc j'ai pris la direction commerciale de la marque. Et de là, on a réussi à petit développer la marque dans tous les plus beaux points de vente du monde entier. En parallèle d'ouvrir des points de vente en retail, en propre. Donc ça a démarré à Aspen, au Colorado, notre première boutique aux États-Unis. Qui est le Gstaad un peu voilà, américain. Le Gstaad, le Courchevel, ouais, c'est ça. En 2 fois plus cher. Donc Aspen, on a ouvert Aspen, on a ouvert Moscou. On a ouvert New York, on a ouvert Londres, on a ouvert Hong Kong, on a ouvert la Chine et on a ouvert la Corée. Donc mes voyages, et ça c'était 2-3 fois par an, c'était justement, je faisais Paris-Moscou, Moscou-Hong Kong, Hong Kong, Pékin, Shanghai, Corée, et de Corée, soit j'allais à New York. Et de New York, j'allais à Londres et je rentrais à Paris. Voilà. Et ça, c'était en effet Air France, super client. Hein. C'était des miles, je te dis pas. Monsieur Salomon, comment allez-vous? Et parce que il fallait absolument. Alors, comme on est une petite société, on n'avait pas un directeur retail. Ouais. Donc alors, c'est toi qui faisais un peu tout ça à l'époque. C'est moi qui faisais ça à l'époque, directeur retail. À la fois retail, wholesale, finalement, voilà. Tu chapeautais tout. Okay. Recrutement des équipes, management des équipes. Voilà. Donc ça, jusqu'en 2018. Et je dirais que limite, le Covid... J'allais le dire, parce qu'on y est presque là. C'était super. Ah ouais. T'as pu te calmer un peu, voilà. C'est ça? Alors, c'était super et pas super, parce que, bon, il faut savoir qu'en 2018, l'entreprise, c'était 95% de fourrure. Donc le chiffre d'affaires, c'était 95% venait de la fourrure. Parka, fourrure. Encore, hein, comme quoi, parce que 2018, c'est pas si loin finalement. C'est pas si loin du tout. Donc il y avait encore un énorme chiffre généré par la fourrure. Ouais, énorme chiffre. Et puis surtout, il y a plusieurs choses qui se sont passées. Donc ça, c'est la première chose qui s'est passée qui a fait très très mal à la profession, ça a été que quand Gucci, qui était la marque phare en 2017, fait une grosse annonce qu'ils arrêtent la fourrure. Et qu'ensuite, ça suit sur le reste, c'est-à-dire tout le groupe Kering annonce qu'ils arrêtent la fourrure. Sachant que nous, on était en parallèle aussi sous-traitants pour Saint-Laurent. Du groupe Kering. Et du groupe Kering. Et donc, ça devient la mode. Et donc, quand on vend à des boutiques de mode, quand on n'est plus à la mode, voilà. Ça fait très mal. Parce que on vendait à des sites internet comme MyTeresa ou Net-à-Porter. Où tous ces gens-là ont commencé à dire nous, on ne veut plus de fourrure. Voilà. Bien sûr. Donc, pratiquement, et en parallèle de ça, on a commencé, il y a eu des problèmes partout dans le monde. Il faut se rappeler qu'avant le Covid, quand même,
il y avait la guerre sino-russe, sino-américaine. Donc il y avait beaucoup de Chinois qui venaient à l'époque à New York. Ça s'est complètement arrêté. Donc on a perdu une partie de notre clientèle à New York. Il faut savoir qu'il y a eu les émeutes à Hong Kong pendant 6 mois, avec le centre de Hong Kong qui était complètement bloqué. Donc ça nous a fait aussi très mal. Donc on n'est pas un grand groupe. Quand on a un grand groupe, on peut rebondir. Il y a des endroits où ça marche, d'autres où ça... Mais quand tout arrive un peu en même temps, c'est très compliqué. Et sachant qu'on a toujours tout autofinancé. On n'a pas d'investisseurs. Pas d'investisseurs, il n'y a pas de business angel, etc. 100% familial, le capital. Bravo. Donc oui, mais... Bah oui, non mais voilà. Ouais. Et puis bravo parce que vous êtes encore là justement. Tu nous racontes tu vois, mais vous êtes encore là et justement grâce à des shifts que vous avez su opérer. Exactement. Donc 2018, ce shift, d'un coup, on perd la moitié de notre chiffre d'affaires. Ouais. D'un coup. Énorme. Ah ouais. En 2 ans. Et là, vous aviez combien de personnes au total dans l'équipe 150, 160 personnes. Ouais. Donc il faut resizer l'entreprise. Bah, c'est ça. Il faut se restructurer et puis il faut surtout se dire on doit vendre d'autres produits. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on va avoir la légitimité de vendre ces autres produits. Et le Covid nous a en fait, d'une certaine manière, beaucoup aidé parce que ça a été une période de réflexion importante avec les équipes, mon père, ma belle-mère. On a pris le temps, en fait, tous, pendant le Covid, on a finalement pris le temps de penser un peu plus sur le fond. Exactement. La vision, les valeurs. Exactement. Voilà, ouais. C'était vraiment se poser. Bon. Et là, je dois dire que quand ça arrive, là, mon père, il a été vraiment très costaud. Parce qu'il a dit, on va s'en sortir. On a une belle marque. Et maintenant, je suis sûr qu'on est capable de vendre d'autres produits. Et voilà comment on va développer la collection. Et en parallèle, moi je dis, si on arrive à développer ces genres de produits, je suis sûr que moi je peux les vendre aux clients. Et tu vois, je t'interromps, mais ça pour moi, cet esprit du leader qu'a eu ton père, justement de montrer qu'il gardait confiance, même si je suis certaine qu'au fond de lui, tu vois, c'est dur, très dur. Et très forcément dur. beaucoup de doutes, etc. Parce que, évidemment. C'est un travail de 30 ans qui revenait peut-être en arrière. Mais de garder cette ligne et d'embarquer tout le monde, de dire, vous Exactement. savez qu'on va y arriver, mais c'est énorme. Et c'est ce qui a aussi été une des clés. Alors, à mon avis. Ça a été la clé. Il y a eu ça. Je dois dire que. Parce que tu y adhères forcément quand tu es dans. Tu vois, tu as envie d'y croire. Tamara, à cette époque-là, a vraiment mis le paquet et a rejoint pratiquement full-time l'équipe de style. Et ça nous a aussi énorme. Parce que sans elle, ça aurait été impossible. Parce qu'il faut aussi le cœur créatif. On se dit, oui, on va faire une doudoune. Ok, on va faire une doudoune, mais il faut que la doudoune, elle soit cool. Bah oui. Il faut qu'elle soit... faire la même doudoune que Moncler ou que Max Mara. Ou, voilà. Non, il faut que ça soit une doudoune Yves Salomon. Si on fait de la maille, il faut que ça soit de la maille. On trouve partout de la maille. Si on fait du cuir, on en trouve aussi partout. Tout le monde fait du cuir. Qu'est-ce qui va être les codes, les nouveaux codes? Qu'est-ce que vont être les codes? Et en fait, on a se dit, mais voilà, la fourrure, c'est un produit de luxe. Donc, qu'est-ce qu'on doit développer autour de ça? Et on a développé la peau lainée, donc le mouton retourné, le cuir, la maille. On a lancé des collections de chaussures, on a lancé le ski. On a vraiment diversifié énormément. On a l'été, on ne faisait pas du tout d'été. Mais ça aussi. L'homme. Vous avez 2 collections femmes-hommes par an, c'est ça? Il y a vraiment une collection été, une collection hiver. Et en fait, il y a 2 ans, on a aussi dit, avant on avait 3 collections. Météo, la collection entre guillemets, pas bas de gamme, mais deuxième ligne, quoi. Army, qui était nos parkas Army, donc la partie plus sport, et Yves Salomon. Et là, ça a été une bataille avec mon père, parce que je lui ai dit il y a 2 ans, même ça faisait pas plus longtemps que je lui disais ça, il faut qu'on arrête d'avoir plein de marques. Ah, tiens, ça m'intéresse aussi, parce que justement, d'avoir plein de sister brands, comme on dit, on dilue un peu l'image. Eh bien voilà, bien sûr. Et donc l'angoisse, c'est vrai que en B2B, chaque marque représentait un gros chiffre. Moi, mon challenge, c'était de dire, non, en fait,
on va faire une marque et tu vas voir, on va pas perdre de chiffre. On va même possiblement capitaliser. Ouais. Voilà. Et donc le chiffre s'est fait il y a 1 an. Donc, Ah oui, c'est très récent. Hyper récent. Et donc c'était là la première fois là cette année où on a vendu l'univers d'Yves Salomon. Mais avec éventuellement des collections, comme on fait des Avec, capsules. Voilà, des capsules plus sport, Voilà. de parka, de doudoune, voilà. Mais des capsules différentes, mais sous une marque et pas plusieurs marques. Army. Voilà. Et là, est-ce que tu peux déjà dire aujourd'hui que... Aujourd'hui, c'est tellement plus simple. Parce que pour communiquer, avant, on devait communiquer sur 3 marques. On ne peut pas communiquer sur 3 marques. Même en termes de budget de com, voilà, justement, tout. Sur le site internet, très compliqué de merchandiser. Ça ne se mélange pas. Faut faire plein c'est des de lignes différentes. Voilà. Donc là, d'un coup... Une seule charte graphique. Voilà. Et pour toutes les équipes ici, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Et pour communiquer, beaucoup plus simple. Génial. Et donc, ça nous a fait éclaircir le message d'Yves Salomon. Et ça nous a aussi permis de dire on peut vendre plein de produits et ça n'a pas besoin d'avoir différentes lignes. On a juste besoin d'avoir différents produits. Parce que justement, on a une telle brand equity, on a une telle image de marque on est fort de ça aujourd'hui et on peut continuer à se diversifier. Et ce qui est exceptionnel, et là, je pense qu'on a réussi tous un vrai tournant, c'est que on est passé de 2018 à 95% de chiffre d'affaires de fourrure et aujourd'hui, on est descendu à 50%. Ah, encore quand même, hein. Encore. J'en ai vu d'ailleurs, bien sûr. Ça reste l'ADN de la maison. Mais bien sûr. Mais c'est énorme. Mais de passer 95 à 50%. De 95 à 50%, en sachant que pour notre B2B, on est passé de 95 à 30%. Parce que c'est encore en boutique où ça représente une grosse partie. Et en parallèle de ça, on fabrique aussi encore pour Dior et pour Vuitton. Et donc là aussi, c'est pratiquement 100% de four. Mais on a aussi réussi à diversifier ça. Parce qu'aujourd'hui, pour Vuitton, on leur fait les stacks en polonais. Et ça, c'est nouveau depuis 2 ans. Donc voilà, on réussit. Et on a encore beaucoup de travail parce que l'idée, c'est bien sûr, on veut que la fourrure reste toujours une partie importante du message, mais de continuer à développer justement des autres messages et des autres produits. Alors à propos du message fourrure, je me suis demandé, parce que on le sait, il y a notamment Gucci, mais globalement dans le monde, tu le disais, un anti-fourrure quand même, on peut le dire, et qu'on peut comprendre évidemment. Mais donc vous avez un peu rééduqué d'une certaine façon. Est-ce que vous avez dû un peu transmettre. Vous avez un engagement quand même sur votre site. On a un engagement. Voilà, qu'on utilise. Pact. Ça s'appelle le Resource Pact. Resource Pact, Pact, ouais. Et donc l'idée, c'est pas l'idée, c'est que il s'est passé plusieurs choses. Il y a des labels aussi, pardon. Il y a Furmark, qui permet d'avoir aujourd'hui. Comme Woolmark, mais exactement. Furmark, voilà. Une visibilité et une transparence totale de savoir d'où vient l'animal, de quelle ferme. Donc on peut vraiment savoir, il y a vraiment un numéro de code, une traçabilité du début à la fin. Donc ça, c'était hyper important. Moi, j'aime bien dire qu'on est un peu la bonne conscience de la mode. Voilà. Alors, la fourrure, c'est un peu la bonne conscience de la mode. Pour être cool et avoir bonne conscience, on se dit, on arrête la fourrure. Mais au fond, je pense qu'aujourd'hui, la fourrure, c'est pas ça, il n'est pas là le problème. Le problème, c'est la surproduction, c'est plutôt les moyens de fabrication, les prix et le travail en lui-même. Nous, on a un travail complètement artisanal. J'ai vu, c'est une maison de couture. Hein. Voilà. C'est vraiment, on fait tout à la main. Nos produits sont tous naturels. Et puis, on représente une part tellement infime de l'écosystème mode que c'est pour ça que j'aime bien dire on est la bonne conscience. On est la bonne conscience. Il faut savoir que la fourrure, c'est bien sûr discutable sur le traitement des animaux, mais encore une fois, l'idée d'avoir ressorti ce Furmark, c'est de se dire l'animal est bien élevé et en fait bien élevé, c'est important. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui oublient aussi, c'est que si c'est comme nous, genre, si on mange mal, si on a une mauvaise alimentation, hygiène de vie, on n'a pas une belle peau. Et pour les animaux à fourrure, c'est la même chose. Donc quel serait l'intérêt de mal élever un animal à fourrure? Et maltraité. Non.
L'important, c'est justement que ce traitement, pour que le fermier puisse en ressortir la plus belle peau possible et la vendre la plus chère possible. Donc, je pense qu'il y a eu des dérives. Et dans ce qu'on a vu, il y a eu des reportages, et je ne dis pas que ça n'a pas existé, je pense qu'il y a eu des dérives, mais qui est aussi venue cette surproduction. Aussi, à un moment où la fourrure, il y en avait il y avait trop de fermes, voilà. Donc, d'une certaine manière, le Covid aussi a apporté un peu à ce nettoyage. Raisonner. Voilà. Bon, il y a eu ce qui s'est passé en Danemark, qui était le plus gros endroit de fabrication d'élevage de fourrure, à Vison, où pendant le Covid, ils ont tué tous les visons parce qu'ils croyaient qu'il y avait une nouvelle souche, voilà, ce qui est complètement faux. Ouais. Mais donc tous les fermiers ont perdu leur job à cette époque-là, et puis c'est des millions et des millions et des millions de visons qui ont été abattus. Donc ça a été complètement tué. Voilà. Et à l'époque, je dirais qu'il y avait aux alentours de 60 à 70 millions de peaux disponibles, et aujourd'hui on est tombé à entre 8 et 10. Donc, beaucoup plus facile pour contrôler. Le label qui est détenu par la Fédération internationale, qui vient et qui audite chaque ferme, qui permet aussi cette traçabilité. Et vous êtes audité aussi ? Nous, on est audité, bien sûr. Mais nous, on est audité quand on achète les lots, parce que les pots s'achètent en vente aux enchères. C'est une commodité comme une autre. On a des numéros de lots qui correspondent aux fermes. Et justement, ces numéros de lots nous permettent d'avoir ce label de Fairmark. Ok. J'aimerais revenir un peu sur toi aussi, parce que et puis ce chemin dans l'entreprise. Donc là, aujourd'hui, tu es directeur général. Au directeur opérationnel. Voilà. Bon, ok. Ton titre va toujours rester flou, j'ai l'impression, dans la maison. C'est flou. Je suis on va dire, la personne qui fait que tout doit fonctionner ensemble. Voilà. Ok. Et mon père. Et voilà, quand même, parce qu'on parle de lui, évidemment, voilà. il est un peu avec nous sans être présent. Et mon père, bien sûr, est président, donne les lignes directrices, gère la finance, la production. Et donc, sa femme, Tamara Teichmann, qui est la directrice créative, qui contrôle l'image. Et voilà. Et moi, je fais que tout fonctionne et que les boutiques soient bien alimentées, que les clients B2B aient les marchandises quand il faut, que l'entrepôt reçoive et livre au plus vite, et qu'on ait un fonctionnement le plus smooth possible. Voilà. Et par rapport à ton père, justement, parce qu'il est très présent, évidemment, et tu parlais de temps en temps, vous avez des batailles, c'est normal. C'est logique. Voilà, évidemment. Sinon, ça serait chiant et pas sain. Ouais, exactement. Mais oui, tout à fait. Parce que c'est simple, c'est très simple de s'engueuler. Ouais, je suis d'accord, parce qu'il y a une authenticité, et puis une fois qu'on dit les choses, on passe à autre chose, etc. Mais je me demandais si tu avais eu... parce que comme on dit qu'on a toujours besoin de prendre sa place, on arrive dans une famille, on prend sa place, est-ce que il te la laisse facilement aussi. Est-ce que tu as senti des... Alors, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il déteste ce que je fais. Et oui, en fait, c'est tellement pas son truc. C'est pas son truc du tout. C'est pas ses zones, alors, il adore parler avec les clients, mais d'aller faire ce que je fais, il n'aime pas du tout. Voilà. Ah, génial. Et donc, de façon naturelle, la place, elle s'est créée. Et puis en plus, la place, elle se crée avec le succès aussi. Si j'étais pas bon dans ce que je faisais, je pense que j'aurais fait autre chose. Mais bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'était que je montre de ce dont j'étais capable, et puis surtout, ça s'est fait naturellement parce que ça a fonctionné. Et la marque aujourd'hui, en fait, ça peut pas être l'un sans l'autre, c'est l'ensemble, en fait. Ça peut pas être Tamara sans Yves, ou Yves sans Tamara, ou Yves sans Thomas, ou Tamara sans... Genre, c'est vraiment un trio... Et oui, mais alors il y a bien un moment où le trio va évoluer, certainement, malheureusement, mais il y a un moment où ton père peut-être même quittera l'entreprise, ou peut-être qu'il n'en a pas du tout envie, qu'il sera là. Je pense qu'il sera toujours là. Toujours. Je pense qu'il sera toujours là. Et vous en parlez un peu de l'après ou pas ? On en parle, c'est obligatoire, parce qu'à l'âge qu'il a, voilà. On en parle, il y a plusieurs solutions. Bon, j'ai quand même été formé depuis un petit moment. Maintenant, ça fait quand même 20 ans que je suis dans l'entreprise.
On en parle. Je pense que ça va demander des ajustements qui vont arriver, mais tout est possible. Mais je pense que la marque aujourd'hui, elle est tellement forte justement que, enfin, il faut faire attention, hein, parce que une marque, c'est du fine tuning. On le voit en ce moment, hein, avec le luxe qui souffre énormément. Parce qu'ils ont un peu trop pris la confiance. Il y a deux problématiques. Il y en a plusieurs des problématiques. Bon, en ce moment, dans le marché du luxe, il y a plusieurs problématiques. Bon, une des premières problématiques, c'est qu'il y a une crise de créativité, mais un peu due de leur faute, hein, parce qu'il faut faire des produits commerciaux. Il faut que ça se vende. Et puis, il faut faire tellement de collections. Et puis surtout, faire 8 ou 10 collections par an. Impossible, c'est impossible. Croisière, t'en peux plus en fait. C'est impossible à suivre, on use la partie créative. Et même en tant que client, on suit plus non plus, tu vois, tu sais plus. On sait plus ce qu'on achète. Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Bon. Donc ça fatigue les créatifs, je suis d'accord. Ouais. Je pense que donc ça en ressort d'une baisse de créativité des collections, donc une baisse d'envie. Les clients, ils ont toujours envie d'acheter des belles choses, mais il faut que ça soit nouveau. Il ne peut pas être toujours les mêmes choses qu'on représente année après année, les carry-over et les carry-over. Et a fortiori dans ces gammes de prix. Et l'autre problème, et ça aussi, qu'on le voit, et on le voit un peu partout, mais pas que dans les fringues, hein, on le voit dans les restaurants, on le voit, où on se dit, en fait, le luxe, il faut payer cher. Mais jusqu'à quel prix il faut payer ? Il faut que ça soit cher. Mais il faut que... En fait, c'est quoi ? C'est clair. Et je pense que là, on est arrivé à un niveau de prix où, en fait, c'est tellement indécent qu'aujourd'hui, une pièce chez moi, ça coûte moins cher. On peut acheter un Vison chez Yves Salomon, ça coûte moins cher qu'un sac Chanel. Un sac Chanel, évidemment, on avait Chanel dans la tête. Voilà, donc c'est devenu des mèmes, hein, même les prix des sacs Chanel. C'est dingue. C'est dingue. Donc, je pense qu'on a un peu perdu le client. On l'a un peu désintéressé ou on l'a un peu dégoûté. Mais j'ai envie de dire, en fait, revenons aux basiques. Revenons aux choses vraies. Et je pense que les marques qui fonctionnent aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas oublié d'où ils venaient et à qui ils s'adressaient. Et c'est vrai que, je touche un peu du bois, mais c'est vrai que nous, on fait plutôt une très bonne année 2024. Merci le coup de froid du mois de septembre. on a et la très pluie, bien. Et la de pluie, toute tout, 8 mois, voilà. tout, ouais. On a très bien démarré la saison, donc on est confiant. La collection plaît énormément. On a très bien développé notre site internet. Donc, vous faites beaucoup de e-commerce, hein, je crois que c'est 30%. Aujourd'hui, c'est entre 20 et 30% de notre chiffre retail. Ouais. Donc c'est très important. Hein. Ouais. On est hyper bien positionné parce qu'on a fermé ces dernières années tous les points qui perdaient de l'argent. Donc on a gardé Londres qui marche très bien. On est chez Harrods qui est aujourd'hui notre premier point de vente et qui fonctionne très très bien. Tu veux dire premier point de vente dans le monde entier ? Dans le monde, pour nous. Ah ouais, m'étonne pas. Voilà. J'y ai travaillé chez Harrods. Ouais, c'est le plus beau grand magasin du monde. On a les boutiques à Paris. On souffert pendant les JO. Oui, évidemment. Mais surtout dans les quartiers, enfin vous êtes dans le triangle. Nous on a fermé. Donc voilà, forcément, tu sais, c'était pas JO plus été, on s'est dit, voilà. Ça sert à rien de se battre. Partons en vacances. Voilà. Il faut bien se reposer. Ouais. Et voilà, et on a une très belle distribution dans le monde entier en B2B. On a des jolies boutiques, des franchises en Corée, et voilà, et qui fonctionnent très bien. Et on a gardé justement cette proximité là aussi avec les clients. Mais on voit que, et c'est les clients qui nous le disent aussi, qui viennent chez nous, et ils sont contents, ils voient des beaux produits, ils savent qu'ils peuvent les en acheter tous les ans parce qu'on a augmenté les prix depuis 2 ans que de 10%. Donc c'est rien. C'est rien, surtout par rapport à l'augmentation des matières premières et de tout. Enfin, je veux on a décidé, nous... de ne pas répercuter autant le prix. Non. Okay. En fait, on s'est dit, quand tout le monde veut le faire, nous, on ne le fera pas parce qu'on estime qu'il y a des prix qui ne peuvent pas dépasser certaines le prix limites. Psychologique. Voilà. Déjà, ce qui s'est passé avec les fourrures, ce qu'on est passé de 60 millions à entre 5 et 10 millions, voilà. Ouais. Ce qui fait que les prix des fourrures ont déjà explosé. Parce que globalement, le marché, même si le marché s'est réduit,
Bon, mais c'est très très peu de fabrication et très très peu de production. Donc les prix des fourrures ont beaucoup augmenté ces dernières années. On s'est dit, si nous en plus on répercute et les prix des matières premières qui ont augmenté, et en plus nous on intègre nos frais de structure et on les augmente, ça passera pas. Et aujourd'hui, donc, vous avez actuellement combien de points de vente au total ? Alors, on a en points de vente managés, nous, en direct, aux alentours de 12. Et on a à peu près 400 revendeurs dans le monde. Wow, c'est énorme, hein. Voilà. Plus le site, donc. Plus le site internet, bien sûr. Et le site, évidemment, vous vendez à l'international. C'est le principe. Le site, on a un site UK, on a un site US. Oui, vous avez des sites dédiés. On a des sites dédiés et un site Europe, et dans lequel on vend en Europe et en Asie. Ok. Là, derrière toi, il y a une affiche depuis Pieces. Tout à l'heure. Voilà, Pieces. J'aimerais bien que tu sais. Pieces stems from an observation in a world where our needs are vastly different from those of our predecessors and where overconsumption poses a global problem. Our entire relationship with fur needs to be reevaluated. C'est exactement ce que tu disais justement sur cette surconsommation. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de Pieces ? Pieces, justement, ça fait partie justement d'une réflexion. On s'est dit comment on peut montrer que la fourrure, c'est sustainable et comment on va le montrer. Et donc là, on s'est dit, on va lancer cette ligne Pieces et on va utiliser toutes nos chutes et on va recréer des objets. Alors là, récemment, la collaboration avec Pierre Chapeau. Ah ouais, voilà, ça je voulais. Donc ça, c'est dans le programme Pieces. C'est dans le programme Pieces, bien sûr. Donc Pierre Chapeau, designer, vas-y, explique un peu. Voilà, Pierre Chapeau, designer de meubles. Voilà, on a... Donc mon père étant aussi... comment on appelle ça ? Fan connaisseur, collectionneur d'art et de design. Voilà, donc depuis 2 ans, on a Marcelin Boyer qui nous a rejoints. Qui s'occupe de tous les visuels des boutiques, le merchandising et tout ça. Bon, il a dit ça serait génial de faire une collab avec lui. Et puis il m'a dit ça serait c'est marrant, j'en ai chez moi, pourquoi pas. Et puis on a appelé justement les ateliers Pierre Chapeau et en fait c'est le petit-fils de Pierre Chapeau qui gère aujourd'hui. Génial, mais c'est comme vous en plus. Voilà, il y a ce parallèle, c'est génial. La même histoire familiale. Et il a trouvé ça tout de suite génial. Et on a réussi à développer cette collab qu'on a montrée chez Dimoré à Milan pendant le Salone des Mobili. Voilà. Et de là, en fait, on avait donc c'était aussi pour parler justement de cette partie sustainable où tout est fabriqué à la main. Et donc je trouvais que le lien entre justement le bois, fabrication France, la pollénée, les chutes, et donc en fait, c'était une continuité de Pieces, parce que Pieces, c'est surtout ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les chutes et qu'est-ce qu'on crée. Et plutôt que de jeter, en plus. Plutôt que de jeter, on a recréé des manteaux. On a recréé des manteaux qu'on vendait à l'unité, parce que chaque manteau est pratiquement là, c'est unique. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on a créé avec Pierre Chapeau, en faisant ce qu'on a vu là tout à l'heure. Des chaises, c'est magnifique. Les chaises qui sont en train d'être montées en bas à l'atelier. Ouais. Il y a aussi une lampe, c'est ça ? Exact, une chaise, lampe, lit. Voilà. C'est génial. Donc, et ça, maintenant, vous les fabriquez à la commande ? Et donc ça, on les fabrique à la commande. Mais les commandes passent par vous ou par Pierre Chapeau ? Par nous. Par vous, hein, voilà. Par nous. Et il y a un nombre, je crois qu'il y a une trentaine de tabourets, une dizaine de chaises, donc il n'y en aura pas d'autres. C'est limité. Voilà, ça sera limité. Et après, on passera à autre chose. Et ça sera aussi, nous, un moyen de dire, Yves Salomon se lance dans la maison. Et voilà. Donc le lien. Toujours une petite idée derrière. Évidemment. Mais donc, et j'ai trouvé ce parallèle hyper intéressant et aussi une excellente façon de vous faire connaître, de reconnaître. Un peu de façon différente. Ouais. Vous avez d'autres collabs un peu en tête alors sans en parler parce que non, alors moi à l'époque, secret, la première collab qu'on avait fait, c'est pareil, c'est quand j'avais l'idée de monter les accessoires et surtout les chaussures, j'ai dit mais qu'est-ce que pourrait être un truc un peu marrant, un twist un peu. Et donc j'ai appelé Moon Boot. Ah ouais. Et donc il y a 5 ans, on a fait pendant 2 ans une collab Moon Boot. Ah génial, je savais pas, tu vois. Et donc on faisait les collections, on allait en Italie parce que c'est italien. Et on a fait des super collections de Moon Boot. Génial. Avec de la pollénée à l'intérieur, des trucs géniaux que tout le monde a adoré. On a cartonné, Et on a tellement cartonné que Moncler a décidé d'acheter mon boot. Et donc, bien sûr, on ne peut plus faire de collab. Ah,
Voilà, on en aurait pu le faire, mais bon, on n'avait pas exactement les mêmes moyens que Montclair. Et justement, parce que P6, j'imagine que ça fait partie, mais vous avez un grand département de R&D, comme on dit, recherche et développement. Et j'ai l'impression que c'est un peu sous ton impulsion, ou non, ça a toujours été le cas? Non, ça a toujours été le cas. Ok. Non, ça a toujours été le cas. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu la clé de la pérennité? C'est la clé. Ouais. C'est la clé. Là, on investit le plus. On a... Bon, je pense que tu avais vu en faisant le tour de la société, on peut penser que c'est une vieille maison avec des personnes âgées. La moyenne d'âge chez Yves Salomon, c'est 30 ans. Voilà. J'ai vu, Il n'y a que des jeunes. Ouais, que des jeunes, et puis hyper hétéroclite. Exactement. Vraiment, j'ai senti, j'ai apprécié ça en croisant, et puis même en arrivant. Enfin, j'ai vraiment apprécié cette diversité dans le bon sens, quoi. Tu sens une richesse de l'humain ici. C'est ça. Voilà. Tu vois, je l'ai senti juste en visite. Je pense que c'est ça qu'on essaie de créer au maximum ici, c'est que on perd on a perdu un peu globalement cette sensibilité de l'humain et de respecter les gens, de pas les faire trop travailler, et dans les maisons de couture aujourd'hui c'est très dur parce qu'il y a une pression telle de dingue. Il y a un rythme. Et en fait c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'on a un bon vivier, on aime bien piquer dans notre vivier, et puis c'est vrai qu'on les forme bien. Et puis régulièrement ils reviennent parce que tu vois. Voilà. Finalement, on n'est pas si mal. Ouais, j'allais te demander, vous n'avez pas un gros turnover? Pas du tout. Voilà, pas du tout. On a un faible turnover. Ouais. Bon, après, les jeunes, ils veulent partir. C'est sûr que c'est leur rêve de travailler chez LVMH ou chez Kering. On les comprend. Mais on a un bon fond. Ou pas. Chacun est libre, de faire ses choix, mais on est un bon vivier. Alors, je pense que c'est vraiment ça la clé. C'est cette jeunesse, et c'est ça qui apporte ce souffle dans la société, parce que sinon, seul, on peut pas y arriver. Et donc, j'ai l'impression que tu as quand même... j'aime bien parler de management, évidemment, mais que tu as un style de management qu'on appelle quand même assez collaboratif. Alors, ça a un peu changé. Ah, ok. Ça a un peu changé. Et en fait, là, je viens de finir mon MBA. J'ai fait un executive MBA à Dauphine. Ah, mais oui, j'avais lu ça dans une interview que tu... et donc, j'ai appris, grâce à cet exécutif, qu'il y avait d'autres moyens de manager. J'avais plutôt un management plutôt directif, on va dire ça comme ça, avec... mais qui peut être lié pardon, je t'interromps, mais qui peut être lié aussi à ton parcours et au fait que tu aies toujours été à des postes que tu ne connaissais pas, et que tu as appris, tu vois, vraiment sur le tas. Voilà. Exactement. Et c'est vrai que une entreprise familiale, c'est un peu Dieu le Père. Littéralement, exactement. Et ça voilà. Mais je pense que ça est en train vraiment d'évoluer. Chacun, bien sûr, mon père est très présent dans tous les aspects de l'entreprise, mais chacun a quand même aussi beaucoup d'indépendance. Et je dirais que nous, on travaille plutôt maintenant plus en business unit. Et donc, moi, j'ai essayé d'apporter justement ça. Quels sont les business units ? Avant, on disait tout est mélangé, mais non, en fait, tout n'est pas mélangé. Chacun a sa business unit et chacun doit développer sa business unit. Donc, on cloisonne un peu plus. Exactement. Et sans cloisonner physiquement, parce que dans les bureaux, tout le monde est très collaboratif, mais chacun est responsable et un peu en fait entrepreneur à l'intérieur de son propre poste. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi une façon, alors comme tu le dis, de prôner l'autonomie, mais surtout l'agilité, parce que en fait, on croit qu'il faut imposer les mêmes process à tous les postes de l'entreprise. Ça n'est pas le cas. Voilà. Impossible. Oui, mais beaucoup le croient, et donc c'est intéressant ce que tu dis. C'est impossible. Ouais, voilà. Alors nous, on avait parce qu'il y a eu la mode du télétravail. Ah oui, tiens, vous êtes comment avec le télétravail ? Nous, on est complètement contre le télétravail. Voilà. On a toujours été contre le télétravail. Il y a des postes, évidemment, que c'est impossible de télétravailler. Déjà, pour la première chose, c'est pas faire. Parce que les gens à l'atelier ou à l'entrepôt, ils ne peuvent pas faire de télétravail. Voilà, donc oui, comme tu le dis, du coup, c'est pas juste pour ceux qui ne peuvent pas, et tu veux quand même créer une unité, voilà, parce qu'on est dans l'entreprise. Et une égalité, une équité. On est une équité parce qu'on est une entreprise.
voilà, familiale, mais de création et de fabrication aussi, pas seulement de distribution. Et donc, je trouve pas ça juste. Alors, c'est sûr qu'il y a des postes qui sont télétravaillables, l'ADV ou commerciaux, il y a plein de postes télétravaillables. Mais ça crée une sorte de déséquilibre. Et en fait, le fait d'être tous là en entreprise, l'émulation, ça change tout. Ça change tout. Parce que les gens se parlent, en fait. Ouais. En fait, le télétravail, c'est que les gens se parlent pas. On oublie de se parler. Et le dialogue, c'est con, mais d'aller fumer une cigarette en bas, d'aller prendre un café, de se croiser. Ce qu'on appelle le small talk, il est essentiel. Je trouve que c'est essentiel dans la vie en général. Et on se dit, oui, alors, ok, le télétravail, mais on va faire des conférences, on va partir en team building. Cela dit, c'est bien aussi. C'est bien, mais ça a un effet assez limité. C'est-à-dire que c'est bien sur le moment, et après ça redescend. Je préfère plutôt. Alors on n'est pas très cool, on fait pas de team building. Voilà. Il n'y a pas de table de ping-pong. Voilà, il n'y a pas de table de ping-pong. On n'a plus de place du tout. Mais en parallèle, chacun a accès, et c'est ça que les gens adorent ici. On a accès à tout. Tout le monde a accès à tout. Il n'y a pas, je vais aller voir le bureau de style parce que telle pièce, en fait, le client la vend pas et pour telle et telle raison, on va regarder pourquoi on la vend pas. On a accès à l'atelier, on descend à l'atelier, hop, j'ai besoin d'une réparation. C'est génial. Et ça change tout. Tu vois les pièces là, je l'explique, mais c'est vrai qu'il y a un grand couloir. Ce sont des bureaux qui sont très en longueur, en fait. Et il y a un long couloir où il y a beaucoup de pièces sur cintre. Et en fait, voilà, forcément, tout le monde passe, tout le monde regarde. Tu vois, j'ai repéré 2-3 trucs qui me plaisaient beaucoup. Ça, j'adore. Voilà, mais. Et c'est aussi bien de pouvoir réagir. Je pense, tu vois, quand je travaillais chez India Madhavi, j'adorais ce qu'elle appelait appel au public. Et en fait, parfois, quand ils hésitaient un peu dans des choix esthétiques, tu vois, pour des projets, de demander l'avis de toute l'équipe. Tout le monde se réunissait et venait voir. Ça pouvait être, je ne sais quel, un print, un motif, tu vois, ou une couleur de tissu, tu vois. Mais j'aime beaucoup aussi ce côté-là que tout le monde aille. Doit être disponible. Voilà, mais c'est de proximité ou dire mais pourquoi cette pièce-là vous l'avez pas bien vendue, que ce soit au retail merch, que ce soit et on a en fait petit à petit vraiment structuré. Voilà. Le retail, c'était quelque chose qui est assez nouveau chez nous, parce qu'on a ouvert notre première boutique en 2008. Donc, en fait, on ne réalise pas, mais ça fait un peu plus d'une dizaine d'années. C'est peu. Non, c'est vrai. C'est vraiment le wholesale, donc voilà, les grands magasins, exactement. les revendeurs. C'est ça qui est vraiment essentiel. La base. Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que ça a des vertus, bien sûr, de concentration. Il y a des fois des personnes qui doivent travailler ici ou créer, ou on dit moi, j'aimerais bien faire une journée tranquille à la maison pour tel et tel truc. Bien sûr, on n'est pas, non plus complètement fermé. On donne encore une fois, on donne une flexibilité quand c'est dans le raisonnable. On recrute. Vous recrutez à quel poste en ce moment ? En ce moment, on recrute. Tel entrepôt, c'est toujours un peu compliqué de trouver des bons manutentionnaires parce que c'est très important. Vrai. Il est en région parisienne, votre entrepôt ? Il est à Clichy. Et ça, c'est essentiel parce que c'est la pièce que le client va ouvrir. Et donc c'est aussi l'image de marque jusqu'au bout. Même à l'entrepôt, donc ça a un rôle très important. Ah oui, parce que le site internet, c'est aussi vous que c'est géré, c'est pas sous-traité par une boîte qui fait les envois, etc. C'est vous en direct aussi. On gère tout. Ah ouais. Oui. Et malgré tout, on envoie des pièces jusqu'à déjà. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas loin d'avoir le plus gros panier moyen du web. C'est-à-dire qu'on peut vendre des pièces jusqu'à 10 000 euros. On vend des visons à 10 000 euros avec des paniers de 10 000 euros. Et on se dit, mais comment les gens achètent par exemple un vison sur le web ? Et on y arrive. Et vous avez des retours ? Parce que c'est le principe du web, voilà, c'est que tu es obligé d'avoir des retours possibles. Ce que j'ai mis en place, c'est que pour éviter, justement, on ne peut pas faire suivre tous les clients, mais pour les clients qui ont justement des paniers moyens à ce niveau-là, on leur donne un service spécialisé. Ça veut dire que moi, je veux toujours qu'on envoie un petit mail personnalisé, qu'il y ait un petit SMS ou un petit WhatsApp pour dire voilà, on est à votre service, quand vous recevez la pièce, si jamais il y a quoi que ce soit, vous nous appelez, voilà la ligne directe, pour éviter que s'il y a un problème de taille, on lui échange dans la journée, pour qu'elle puisse recevoir la bonne taille. Voilà.
Et donc ça, moi, je tiens... ça, c'est le luxe. Essentiel, c'est d'avoir un service personnalisé pour ces personnes-là, comme si elles étaient dans une boutique Yves Salomon. Et de leur avoir le même service. Et quand on fait ça, finalement, on se voit que finalement, ils ne refont pas de retour. Et ils sont très contents qu'on les chouchoute. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel. Et ça, encore, on l'a oublié. Pareil, dans les grands groupes. Alors, on reçoit des SMS, on reçoit des venez voir la collection. Mais en fait, c'est pas juste ça. Ouais. C'est pas juste ça. C'est un peu, je dirais, comme dans un restaurant. On parle de grands groupes, mais en fait, qu'est-ce qu'on a envie dans un restaurant ? Que le patron, il vienne nous voir, ou que ça soit le chef qui vienne nous voir, qui nous dise ça, goûte ça aujourd'hui, c'est top, je l'ai pris là, tu vas voir, tu vas adorer. Et en fait, c'est un peu ça. Et ça, pour moi, c'est ça le luxe. Et c'est ça qu'on aime, et c'est ces moments-là qu'on aime partager ou qu'on aime avoir. Et quand on achète du luxe, c'est ça. On l'achète, on a envie d'avoir toute l'émotion qui va avec. Et je pense que ça, on a un peu oublié parce que c'est devenu un peu un truc banal. On achète un sac, on achète une chaussure. Maintenant, il faut que l'accompagnement... L'expérience, il faut avoir cette expérience-là. Et vous organisez des événements pour vos clients, etc. Là, semaine prochaine. Depuis 3 ans, on fait un peu comme LVMH fait sur ses ouvertures d'ateliers. Donc, j'avoue, on a un peu copié. Mais on copie les bonnes choses. Parce que, voilà. Et donc, tous les ans, on ouvre les ateliers d'Yves Salomon à nos clients à Castiglione. Donc, on recrée l'atelier Yves Salomon. Donc, Castiglione, c'est le notre showroom. Voilà. Et on accueille les écoles de mode. Et on accueille aussi... les écoles, nos clients et nos clients B2B. Voilà. Et la presse, et bien sûr la journée presse. Et c'est là, on va montrer justement les étapes de fabrication des chaises chapeaux. Génial. Et en plus de montrer la collection à venir, qui est en boutique, et en parallèle, il y aura l'atelier des gens qui travaillent pour montrer comment on crée la chaise chapeau Yves Salomon. Ouais, parce que tu avais évoqué en off, avant qu'on commence l'enregistrement, justement, cette journée presse, mais je savais pas que c'était aussi pour les clients, tu vois, qu'il y avait cette... mais c'est important. Bien sûr, c'est génial. Ça fait partie. Surtout dans une maison familiale comme la ça fait partie. On n'a rien à cacher, en fait. Il y a des moments où on se disait, faut pas faire de bruit, oh là là, ce qu'on fait, c'est pas bien. Non, en fait, c'est très bien ce qu'on fait. On le fait très bien avec des gens qui sont fiers de le faire. Et ils sont super fiers, en fait. Les gens de l'atelier, quand ils sont... là au showroom à montrer ce qu'ils font au quotidien, leur savoir-faire, on leur pose des questions, on s'intéresse vraiment à leur métier et ça change tout en fait. Et ça les motive, même eux, au quotidien dans leur travail. Moi, je dois dire, d'avoir fait comme ça le tour des bureaux et des ateliers, tout le monde a le sourire, tout le monde est posé. Vraiment. Et il y a un truc dans l'énergie, je suis très sensible aux énergies. Dans l'énergie, il y a vraiment... C'est posé. Et tu vois, tout le monde bosse, mais c'est posé. Il y a pas il peut y avoir des effervescences à des moments, évidemment, c'est normal, mais voilà, c'est très appréciable. Et je pense que voilà, c'est évidemment lié. Ok. Écoute, je vais te laisser terminer maintenant sur ton dernier mot. Quel est le mot que tu as envie de nous donner pour clore cet entretien? Je pense que c'était le mot du début, mais on peut le remettre, c'est les rencontres. Les rencontres. Voilà, et je pense que c'est important. Et je pense que dans une vie professionnelle, elle peut pas grandir sans des rencontres. Voilà. Mais toute ma vie professionnelle, en tout cas mes 20 premières années de vie professionnelle, ça a toujours été des rencontres et des gens et des clients avec qui, que ce soit des clients, des partenaires, qui sont devenus des amis, je suis le parrain de leurs enfants. Voilà, c'est vraiment des rencontres et qui restent gravées et qui sont vraiment des moments inoubliables. Super, merci beaucoup Thomas. Merci, et merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de prolonger la discussion, n'hésitez pas à me contacter par email lbm@lilybonnet.com, sur LinkedIn ou sur Instagram. Et si, comme moi, vous trouvez que ce podcast mérite d'être encore plus écouté, alors pensez à le partager sur les réseaux ou à l'envoyer aux personnes qu'il pourrait intéresser. Et aussi, abonnez-vous
Écrivez des commentaires, spread the love, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour remercier Philippe Drevet pour la composition de la musique originale de ce podcast et pour la réalisation de chaque épisode. On se retrouve le 15 du mois prochain et d'ici là, n'oubliez pas que everything happens for a reason.